un sujet qui nous concerne tous ceux qui ont des responsabilités sur l'environnement Office 35 ou Microsoft 35, comme ceux qui aiment l'appeler plus généralement. Et on va parler de ça pendant les 45 prochaines minutes. Donc un petit mot pour, tout d'abord pour remercier les, sponsors de l'événement sans qui, cet événement ne serait pas possible et ne serait pas gratuit pour un aussi grand nombre de personnes. Donc n'hésitez pas à aller voir, les ressources, aller voir ce qu'ils proposent, pour en savoir un peu plus. Donc tout de suite, pour je vais, me présenter. Donc, Thibaut Joubert, je suis basé à Lyon en France et après donc, 5 ans en tant que consultant sur des sujets liés à Office 35 sur la sécurité et la conformité, à Wavestone. J'ai rejoint en fait IDEXI qui est une solution de sécurité sur Office 35 qui est centrée sur l'utilisateur. On fournit en fait un profil de sécurité et à chaque utilisateur sur leurs permissions et on a une solution d'analyse comportementale pour protéger les utilisateurs. Et donc en tant que product manager. Voilà. En parallèle de ça, je suis également Microsoft MVP sur la catégorie Office and App and Services, nomination en fait qui valorise un certain nombre de contributions que j'ai eu l'occasion de faire sur l'année précédente, au sein de la communauté et principalement en fait, j'essaye de partager régulièrement des conseils ou des analyses que je fais, au cours de mes différents travaux sur mon blog. Et donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez l'occasion. J'ai également donc un profil LinkedIn sur lequel, je publie et je commente régulièrement l'actualité sur Microsoft. Je vois que le lien n'apparaît pas, mais vous devriez me trouver facilement sur LinkedIn si vous me cherchez. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler en fait, de la Power Platform sous 3 sujets. On va parler effectivement, pourquoi est-ce que c'est un sujet à la fois pour, les organisations et pour les équipes sécurité au sens large? Quels sont les risques engendrés par la Power Platform? Et à partir de là, comment est-ce que Microsoft propose d'adresser concrètement ces risques via un certain nombre de mesures concrètes de durcissement qui devraient être opérées par tous, quelle que soit la taille de l'organisation et qui est facilement atteignable, sans trop d'expertise en 1 heure ou 2. Petit point de rappel également, il y aura vous savez et je le rappellerai en fait à la fin de la session, il y a un formulaire, de feedback, pour avoir en fait vos retours sur cette session, sur l'événement au sens large, hein, parce que sans ça on ne peut pas progresser donc, merci par avance d'y répondre. Vous aurez le lien à la fois dans les slides que vous aurez et à la fin de la session. Donc on va commencer. En quoi la Power Platform est un sujet? Donc, petit rappel sur la Power Platform et le low code. Donc le low code, pour ceux qui, mais je pense que vous l'avez tous en tête hein, aujourd'hui, le low code c'est l'ensemble des technologies qui désignent des outils qui permettent aux utilisateurs, que ce soit des professionnels de l'IT ou non, de créer des applications sans connaissance de code, sans compétences de programmation. Et souvent, ces solutions sont intégrées à leurs outils de productivité habituels et donc évidemment Office 35. Donc si on parle d'Office 35, on va parler de Microsoft et donc on va parler Power Platform, qui est la solution, la plateforme de Microsoft qui regroupe 4 produits qui permettent de faire du low-code et donc de visualiser, de recueillir des données, d'automatiser des processus, de créer des applications et d'interagir avec les utilisateurs. Donc ces composants sont Power Apps, Power Automate, Power BI et Power Virtual Agents. Donc, deuxième petit rappel, l'architecture de Power Platform, comment ça marche? En fait, c'est assez simple. Dès lors qu'on va parler de Power App, de Power Automate, de Power Virtual Agents, on va avoir en fait des connecteurs qui, qui vont parler entre eux et qui vont échanger de la donnée. Donc, un connecteur, c'est quoi? C'est un proxy autour de web services qui va permettre en fait à l'application d'accéder aux données et de les manipuler. Que l'on ait une application, qu'on ait un workflow, qu'on ait un chatbot, on va utiliser des connecteurs qui vont s'appuyer sur, ces connexions. Il y a une connexion, c'est l'instantiation du connecteur au sein de cette application pour un utilisateur. Donc en fait, l'utilisateur crée une connexion dans l'application pour donner, son accord à l'application pour utiliser l'accès à ces données. En fait, il instancie cette connexion entre le connecteur, son identité et ses données.
Donc cette architecture, elle est hyper importante parce que comme on va le voir, en fait, on va venir, la base, en fait, de la sécurité de la Power Platform va être de pouvoir définir quels sont les connecteurs qui peuvent ou non parler entre eux, via des data policy, mais on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Et donc pourquoi le Power Platform est un sujet pour les entreprises? Si on prend des grands chiffres, ce que les organisations aiment bien faire, on va avoir des grands cabinets comme Gartner, comme Forrester, qui vont dire que d'ici 2024, d'ici 2025, 40-60% des applications seront créées en low code, no code. Et donc remplaceront les, technologies habituelles. Et ça, c'était avant le Covid, avant, tout ce qu'on a connu, avant l'explosion des plateformes collaboratives, avant l'explosion aussi de la Power Platform et de tous les autres concurrents autour du low code, no code. Et donc on peut s'attendre à une explosion de ces sujets. Une explosion qui a déjà lieu, mais une explosion dans les mois, les années à venir autour du low code, no code et donc de la Power Platform pour toutes les organisations qui utilisent des technos Microsoft. Deuxième point, la Power Platform, c'est également, c'est un sujet pour toutes les entreprises parce qui ont évidemment, souscrit à des services, collaboratifs comme S35 parce qu'il y a un premier niveau de licence gratuit. Il n'y a pas forcément besoin de licence premium pour utiliser, avec un premier niveau les sujets, liés à la Power Platform, hein. Tout utilisateur peut créer des workflows. Donc toute entreprise peut l'avoir et ensuite, pourquoi est-ce que c'est vraiment un sujet du moment, spécialement pour Microsoft? Hein, c'est que Microsoft pousse très fort pour l'adoption de licences premium pour aller justement démocratiser les fonctionnalités plus avancées de la Power Platform et notamment on a vu une division des prix des licences premium par 2, heu, en fin d'année dernière. Vraiment c'est un sujet à la fois pour les utilisateurs qui ont accès à ces solutions, pour les entreprises, parce que c'est une opportunité pour les métiers et pour Microsoft, parce que, ils investissent massivement sur ces solutions-là. On a parlé organisation, parlons maintenant sécurité. Donc la Power Platform, c'est vraiment un sujet pour les équipes sécurité, parce qu'on a des programmes de déploiement qui se lancent pour déployer la Power Platform, d'une part. D'autre part, on a des utilisateurs qui commencent à jouer dans l'environnement défauts, où ils ont accès, ils commencent à jouer et on a, les équipes sécurité qui se retrouvent encore une fois laissées de côté et ne sont pas embarquées dans la démarche. Et donc ça serait bien d'éviter de reproduire les erreurs que l'on a connues sur les déploiements passés, notamment sur le déploiement Office 35 où en fait on avait une analyse de risque qui était faite au départ, on décidait si on activait l'external sharing ou pas, on statue et on n'y revient plus jamais. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Dans l'environnement Microsoft, il y a besoin de poser vraiment un cadre, d'accompagner, de faire évoluer ce cadre. Pour la Power Platform, c'est la même chose. Et donc, il faut éviter les 2 écueils qui sont, pour les équipes sécurité, de manquer de connaissances et de manquer de recul à la fois sur ce qui va être fait dans l'organisation et ce qui va être fait dans les évolutions de la plateforme poussée par Microsoft. Parce que si maîtrisés, ces services sont, heu, porteurs de nombreux risques, de phishing, à la fois en externe, en interne. C'est un bon moyen pour un attaquant pour, rester, en cas d'intrusion via la création de connexions et aussi, tout simplement, parce que comme c'est une technologie nouvelle, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'accompagnement des utilisateurs, il n'y a pas forcément beaucoup de messages, éducatifs, on va dire, dans les outils. Les utilisateurs peuvent faire un certain nombre d'erreurs. Erreurs qui peuvent conduire à la destruction de données, à l'exposition ou à l'extraction volontaire ou dans ce cas-là, on sera plutôt volontaire. Et voilà et donc on s'est dit ça, on s'est dit: «C'est un sujet pour l'entreprise, c'est un sujet pour les équipes sécurité» et une fois que j'ai dit ça, souvent mes anciens clients, quand j'étais consultant, me disaient: «Oui, mais en fait, moi ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Nous, on n'a pas encore déployé de Power Platform» et donc là, il y a quatre points qui montrent effectivement que ça concerne tout le monde. Un, les clients qui me disaient: «Je n'ai pas de licence Power Platform». Ah oui, d'accord, monsieur le client, mais dans ce cas-là, les connecteurs standards Office 365, vous avez un abonnement Office 365, mais c'est largement suffisant parce que ça vous expose à déjà tous les connecteurs que vous voyez à l'écran. Il faut savoir que
il y a 720 connecteurs, hein, j'ai vérifié hier. Aujourd'hui, 720 connecteurs et il doit y en avoir une bonne centaine qui sont accessibles via des licences standards, des licences Office 365 ou tout simplement des licences gratuites. Ce qui amène au deuxième point. Oui, mais je n'ai pas déployé tout Office 365, je n'ai déployé que Teams et SharePoint, qui sont souvent les deux premières étapes. Sauf que les licences Office 365, Teams et SharePoint incluent les licences, les SKU, Power Apps Office 365, Power Automate Office 365, et donc l'utilisateur récupère nativement ces licences. Donc on a besoin. Pour les clients qui sont encore plus avancés, qui disent: «Oui, mais en fait, je n'ai pas donné ces SKU, j'ai donné que vraiment la licence SharePoint et la licence Teams», il faut quand même avoir en tête que par défaut, un utilisateur peut s'octroyer une licence gratuite, prendre une licence développeur, souscrire un plan de licence premium payant sans forcément accord de l'entreprise, ou alors tout simplement créer des connexions via son compte personnel, Outlook par exemple, et venir créer des connexions sur ses données d'entreprise. Voilà. Et il faut également avoir en tête que l'environnement défaut, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de droit, parce que nativement, toute l'entreprise y a accès et peut jouer. En fait, c'est vraiment ce que Microsoft appelle l'environnement de productivité, qui est accessible à tout le monde pour tester, découvrir et jouer en fait avec la Power Platform pour découvrir et améliorer les petites tâches quotidiennes pour l'utilisateur. Une fois qu'on s'est dit ça, on va revenir du coup au risque. Donc, on l'a vu, tous les utilisateurs peuvent accéder à la Power Platform, manque de connaissances, manque d'accompagnement. En fait, quels sont concrètement les risques? On va prendre les 7 connecteurs, les standards qui sont gratuits, accessibles à tous les utilisateurs qui utilisent Office 365 et donc qui concernent en fait, on va dire, la quasi-totalité des données que vous retrouvez dans Office 365 dès lors qu'on envisage un programme de migration d'Office 365 pour une organisation. On va avoir quoi? On va avoir ces 7 connecteurs qui vont être SharePoint, Office 365 User, Outlook, Microsoft Teams, OneDrive for Business, Excel et Office 365 Group. Je ne vais pas aller en détail sur tous ces connecteurs, mais juste présenter en fait quelques risques qui sont liés à ces connecteurs si on n'y fait pas attention. En fait, montrer que même si ces connecteurs sont gratuits, standards, heu, ils ne sont pas anodins et peuvent induire un certain nombre de risques. Je vais prendre 3 exemples. Le premier, qui est l'exemple le plus classique, hein, que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est le connecteur Outlook, qui permet en fait d'envoyer des mails, qui permet d'envoyer, heu, on veut envoyer des mails. En fait, tout simplement, un cas très classique, très connu, va être de dire: «J'ai un nouveau mail qui arrive, je prends le contenu, je le mets dans notre mail et je le renvoie», et en fait, en faisant ça, on a bypassé toutes les règles qui empêchent la redirection automatique, très pratique pour un attaquant s'il a pris, pied sur la boîte d'une personnalité qui l'intéresse. Voilà, on a du coup une redirection automatique. Deuxième chose, le connecteur SharePoint. Le connecteur SharePoint, il permet d'accéder et de modifier tous les fichiers auxquels l'utilisateur a le droit. Là, on commence à rentrer sur les données. Troisième chose, et vraiment le connecteur pour moi le plus sensible de tous les connecteurs en fait, Office 365 standards qui sont mis à disposition par Microsoft, c'est le connecteur Office 365 Group. C'est le connecteur qui permet en fait d'envoyer en fait des requêtes HTTP à la Graph API, et donc d'utiliser en fait Graph API, même si on vous a pas donné accès à Graph Explorer, si on vous a pas donné accès à la graphe en fait via tous les autres moyens, mais en fait il y a quand même une possibilité ici de créer des requêtes graph pour les utilisateurs qui utilisent Power Automate. 3 exemples, que je trouve assez parlants. Et en fait, la dernière chose que je voudrais rajouter sur ce slide est de dire, et c'est hyper important pour moi, c'est de dire qu'en fait, dans un certain nombre de cas, voire même dans beaucoup de cas, il n'est pas possible de distinguer si une action a été faite par l'utilisateur lui-même, volontairement, par quelqu'un qui a récupéré la main sur son compte, ou par un flow. Et en fait, même dans les logs, il n'y a pas forcément toujours ces actions. Dans les logs SharePoint, on va avoir cette information parce qu'on va avoir l'adresse IP de l'utilisateur, de la personne qui fait l'action, et là, en fait, on va avoir des IP Microsoft, qui sont les IP des services Azure, des services pour Automate, et là, on va savoir que c'est une action qui est faite par un flow. Par contre, dans la plupart des cas, on n'aura pas trace que c'est une action qui est faite par un flow.
Allez, on va prendre du coup, quelques exemples concrets, qui montrent en fait, comment est-ce que ces risques peuvent être concrets et comment est-ce que, ils peuvent être instanciés. Si vous avez en tête en fait un des sujets qui fait du bruit depuis 2 ans et un de mes sujets favoris depuis, 5-6 ans déjà, qui est en fait le phishing via consentement sur des applications ou autres, hein. L'utilisateur en fait, il délègue son consentement à une application tierce pour lui donner accès à ses données. Donc il y a eu un certain nombre d'attaques qui ont été mis en valeur en fait sur l'année 2020-2021. On a moins entendu parler en 2022 cette année. Par contre, un type d'attaque que je pressens, c'est en fait le phishing via les applications Power, App, tout simplement parce que, voilà, 1 chose, vous accédez en fait dans cette application, heu, à votre Power App. 1 chose qu'on vous demande, c'est d'approuver les connexions. D'approuver la connexion qui sont utiles par l'application. Donc vous approuvez et qu'est-ce qui se passe après? Vous accédez à l'application, donc là c'est une application que j'ai faite, hein, qui est toute simple, ça m'a pris en vrai 5 minutes, et c'est une application pour faire un vote. Une application pour faire un vote, vous votez vote 1, vote 2, on vous demande par exemple: «Est-ce que vous préférez à la machine à café avoir, du thé, du café?» Bah, vous répondez, par exemple, «café». Vous cliquez, sauf que derrière ce que vous ne savez pas, c'est que même si, derrière, on vous dit: «Voilà, vous avez voté pour du café» et vous avez un petit scoring avec tous les utilisateurs qui ont voté pour le café et à la fin c'est réellement utilisé pour la machine à café. Bah, ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est que derrière il y avait un petit workflow basé sur Power Automate qui va récupérer en fait tous vos mails et les envoyer à une personne tierce. Et là, c'est un exemple, hein, moi j'étais pas allé jusqu'au bout de la démarche, mais en fait, j'avais récupéré en fait tous les titres, de mes 10 derniers mails que j'ai mis dans un mail et que j'avais envoyé. Donc, vous voyez en fait la connexion Outlook est quand même pas neutre, ce qui arrive à qui pourrait arriver du phishing. Deuxième risque, si vous créez un flux, vous le partagez à quelqu'un en tant que copropriétaire. Voilà, si vous faites pas attention au message, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donner à la personne à qui vous partagez le flux en tant que copropriétaire l'accès en tant que co-owner à toutes vos connexions que vous avez créées dans l'application. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez dit, «J'ai un flux qui me permet, d'enregistrer toutes les pièces jointes qui arrivent dans ma boîte Outlook dans mon OneDrive», vous avez donc 2 connexions, une connexion Outlook, une connexion OneDrive. Vous partagez ce flux à quelqu'un d'autre. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce quelqu'un d'autre va récupérer la connexion à votre Outlook, à votre OneDrive et en fait, concrètement, il a accès donc à toutes vos données et peut en faire ce qu'il veut. Le transfert automatique de mail, hein, j'en ai déjà parlé, on va pas s'étendre là-dessus. L'extraction de données, concrètement, c'est quoi? C'est, très simple, hein, c'est dès lors que j'ai un nouveau document qui va être modifié, je vais, en fait, tout simplement le copier dans un Google Drive. Voilà, donc on va pas se gêner, hein, je j'ai pas envie de travailler via les politiques de sécurité de mon entreprise parce que, j'ai pas envie d'avoir du MFA, j'ai pas envie d'avoir mon poste qui est durci. Bah, en fait, qu'est-ce que je fais? Je synchronise mes données de l'un à l'autre via Power Automate. Ça marche bien, et c'est super pratique sauf que, heu, on voit tout de suite là où ça peut arriver. Donc là, jusque là, on va dire on était gentil et en fait, sur 2 exemples suivants, on va être un peu moins gentil. On va arriver sur la destruction de données. Ça, c'est un exemple que j'aime bien parce que on va voir comment est-ce qu'on peut détruire en fait des données dans Office 365. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire par là? On va venir, modifier un fichier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois, 101 fois, jusqu'à la limite en fait de versionning de SharePoint, de OneDrive. Et donc dès qu'on dépasse la limite de versionning de OneDrive et ben, en fait, tout simplement, si j'arrive au 101e fichier, 101e version, bah, la première version est supprimée. Elle est définitivement supprimée, elle arrive pas dans une corbeille, nulle part, elle est supprimée. Et donc on arrive à de la destruction de données, qui pourrait être, en fait, de faire un ransomware assez pratique. Ça, je l'ai fait sur un document. Si je le fais en fait avec une combinaison sur la graphe, je récupère tous les sites SharePoint, je vais parser tous les sites SharePoint, je modifie tout, mais en fait, on arrive sur du ransomware Office 365. Exemple 7, les connexions implicites. Donc là, on n'est plus sur des voilà, je vous ai parlé en fait de connexions qui sont des connexions entre l'identité de l'utilisateur et le connecteur et la donnée. Ben là, en fait, les connexions implicites, c'est des connexions qui sont faites entre la donnée
et l'application, il n'y a plus de notion d'utilisateur. C'est par exemple, vous avez un compte SQL, bah, vous mettez en dur les identifiants SQL dans l'application. L'utilisateur pourrait, à qui vous partagez en fait la donnée, l'application récupérerait en fait l'accès à la base SQL sans même être authentifié à votre place. Voilà, un certain nombre de risques, 7 risques qu'il convient de traiter. Et la bonne nouvelle, hein, après vous avoir fait peur pendant 10 minutes, c'est qu'en 1 heure ou 2, on peut mettre en place, avec un minimum de connaissances, un certain nombre de mesures pour venir empêcher tous ces risques-là et se prémunir de tous ces risques. Important d'avoir en tête, toutes les mesures que l'on va évoquer sur les 15 prochaines minutes vont venir s'ajouter aux couches de sécurité déjà existantes dans l'environnement Microsoft 365. Donc on pourrait, et on va le faire d'ailleurs, on va découper ces couches de sécurité en 4. On va avoir la première couche qui est la couche principale, qui va être de dire, c'est le durcissement du tenant global, c'est le cadre de sécurité, le cadre utilisateur, que vous offrez à vos utilisateurs pour venir collaborer, en toute sécurité, en tout, respect à la fois de l'expérience utilisateur et de la sécurité. Voilà, c'est la première couche et c'est vrai que j'ai pas insisté avant, du tout mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de dire qu'il est nécessaire et pour moi une réussite d'un déploiement 65, d'un déploiement Power Platform, ça va être un des critères majeurs de réussite, ça va être d'allier à la fois la sécurité qui soit pragmatique, qui soit efficace, à une expérience utilisateur optimale. En fait, on va donner aux utilisateurs les moyens de respecter les politiques de sécurité de l'entreprise sans que celles-ci viennent bloquer. En fait, la sécurité n'a pas pour objectif de bloquer l'utilisateur, mais vraiment de les accompagner. Et c'est un changement de paradigme qui doit vraiment prendre pied dans les sujets au 65. Donc, première couche, la sécurisation du tenant. Deuxième couche, l'accès aux données. Parce que, évidemment, c'est parce que vous avez accès aux services que vous avez accès aux données. Et donc là, on va avoir tout ce qui va être mesure de protection sur les données avec tout simplement les droits d'accès, permission SharePoint, Teams, lien de partage direct. Et vous allez avoir tout ce qui va être lié à Information Protection. Microsoft Information Protection, Purview Information Protection, voilà, donc toutes les mesures de classification, de chiffrement, de DLP qui vont s'appliquer aux données. Ça, on va dire, c'est les mesures classiques. Comme je vous l'ai montré, quelqu'un qui a à la fois accès aux données, accès aux services et accès aux données, en fait, s'il respecte tous ces critères-là, il peut faire ce qu'il veut via la Power Platform. Et donc c'est là où on va mettre en place à la fois de la sécurité et de la gouvernance, parce que l'un ne va pas sans l'autre, dans la Power Platform, et c'est ça qui va nous occuper sur les prochaines minutes. Donc on va rester à un niveau assez, ce que je l'ai dit, hein, c'est 1 heure ou 2. On va rester à un niveau, au 3e niveau, on va pas descendre au niveau encore en dessous en fait, qui concerne toutes les personnes qui vont avoir des licences premium, qui vont vraiment lancer dans l'industrialisation de la Power Platform. Là, on reste vraiment à un niveau qui concerne toutes les organisations, que tout le monde doit avoir en tête et donc c'est ce 3e niveau qui va nous intéresser. Première chose, ça va être de définir, de répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, qui est de dire: qui peut accéder au service? En fait, par défaut, tout le monde, que vous ayez une licence 65, que vous ayez une licence Power App, que vous ayez une licence premium, voilà, que vous n'ayez pas de compte, tout le monde a accès au service. Et donc, vous pouvez décider via 3 commandes, hein, que je vous affiche à l'écran. Vous pouvez décider de vraiment dire si un utilisateur peut souscrire à des licences gratuites avec son compte d'entreprise, s'il peut souscrire à des licences d'essai ou des licences développeurs via son compte d'entreprise et si il peut, si on lui bloque également la possibilité d'acheter des licences payantes. En fait, tout simplement de mettre sa carte bleue et de s'auto-acheter une licence Power App, Power App, ou Power Automate, Power BI, Power, tout ce que vous voulez. Et donc via ces 3 commandes, il n'y a que ces 3 commandes-là qui vous permettront vraiment de maîtriser qui accède à la via la Power Platform à vos données. Et après évidemment, si un utilisateur veut via son compte personnel se créer un compte personnel, et faire des power ups dans son coin, à la rigueur, c'est pas de problème. Ce que vous voulez, c'est éviter qu'il accède à vos données. Voilà.
3 premières commandes, ça prend 5 secondes et ça vous permet de bloquer en fait, l'attribution illégitime ou, non souhaitée au service. Deuxième chose, sur les 7-8 mesures qu'on va voir, c'est les data policy. Data policy qui sont le cœur de la sécurité et la gouvernance dans Power Platform, qui vont être comment est-ce que l'on répartit les connecteurs en 3 catégories. Et donc répartir ces connecteurs dans ces catégories va permettre de dire quels sont les connecteurs qui peuvent parler entre eux. Donc vous allez pouvoir les mettre dans des catégories business, catégories non business ou catégories bloquées. Donc là, j'ai envie de rappeler 2-3 choses qui sont souvent méconnues. La première chose, c'est qu'en fait, business et non business, en soi, ces catégories ne veulent rien dire. En fait, c'est juste que un élément qui est dans la catégorie business et un élément qui est dans la catégorie non business ne peuvent pas se parler. Par contre, que vous mettiez tous les connecteurs 65 dans business et tout le reste dans non business ou inversement, ça sera exactement le même effet. Première chose. Deuxième chose, c'est que sur les 720 connecteurs qui existent, et j'ai vérifié hier, il y en a que 696 qui peuvent être bloqués et donc 24 qui ne peuvent pas être bloqués. Donc dans ces 24, vous allez retrouver tous les connecteurs 65 standards. Voilà. J'avoue ne toujours pas avoir compris pourquoi est-ce qu'il était nécessaire pour Microsoft de laisser ces connecteurs à disposition et ne pas pouvoir les bloquer. Et donc la question va être de qu'est-ce qu'on fait de ces connecteurs-là. Voilà. Une fois qu'on a fait cette catégorie-là, catégorisation, une application ou un flux qui a 2 connecteurs qui sont dans 2 catégories différentes, en fait, vous ne pourrez pas l'enregistrer, donc vous ne pourrez pas l'exécuter. C'est un message d'erreur qui vous dit: «Bah, en fait, il y a, une incohérence par rapport aux politiques et vous devez modifier vos connecteurs». En cas de politique concurrente, et ça c'est assez sioux, c'est à la fois assez intéressant. L'intersection en fait des politiques va être retenue. En fait, c'est cette intersection qui va permettre de gérer les connecteurs Office 365 standard. Par exemple, si vous voulez dire: «Je ne veux pas que SharePoint puisse parler à Exchange», en fait, vous allez créer 2 politiques différentes en mettant business SharePoint, non business Exchange et la deuxième vous inversez. Et à partir de là, toutes les applications, les flux qui tombent dans cette politique ces 2 politiques ne pourront pas être, faire parler Exchange à SharePoint. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous est recommandé? Il vous est recommandé de créer une politique de base qui va concerner et qui va bloquer en fait tous les connecteurs que vous considérez comme dangereux, qui n'ont pas leur place dans votre organisation. Donc là, on va juste bloquer. Ensuite, il va y avoir une politique par défaut pour l'environnement défaut et pour tous les nouveaux environnements. Là-dedans, vous allez dire quels sont les et souvent en fait ce qui va se passer, hein, c'est vous avez que les connecteurs 65 qui sont dans business et les autres sont dans non business. Et après, c'est là où on va rentrer dans les choses un peu plus intéressantes qui vont dire pour les environnements spécifiques, donc dès lors que vous avez des licences, premium, parce qu'évidemment tout nouvel environnement nécessite une licence premium, vous allez mettre en place des exceptions par rapport aux politiques précédentes. Pour autoriser certains connecteurs bloqués, qui peuvent être dangereux mais utiles dans un certain cas, ou pour pouvoir faire parler des connecteurs Office 365 à d'autres connecteurs. Par exemple, j'ai un cas qui m'a été remonté où les équipes marketing en fait qui veulent, gérer leur flux Twitter de compte d'entreprise via tout un process de validation sur Teams et cetera. Mais en fait, vous pouvez décider d'autoriser pour une application spécifique, un workflow spécifique, la connexion entre Twitter et Teams. Voilà, donc du coup, data policy, c'est le cœur. Et ce qui va être intéressant autour des data policy, c'est 2 nouveautés sont du coup en disponibilité, enfin en GA depuis, le 11 avril, dernier. C'est ce qu'on avait appelé les contrôles granulaires et les connecteurs personnalisés. Les contrôles granulaires, ça va être pour, un certain nombre de connecteurs de pouvoir, dire quelles sont les actions qui vont être autorisées ou pas. Par exemple, Twitter, que vous avez à l'écran, vous allez pour les 15 actions qui sont disponibles, vous allez pouvoir dire: «Bah, en fait, j'autorise de lire les tweets, mais je n'autorise pas de publier un nouveau tweet». Ce qui va vous permettre en fait d'autoriser en fait,
des équipes marketing à suivre ce qui se passe sur Twitter. Par contre, d'éviter l'extraction de données vers Twitter. Ça, c'est assez intéressant et ça répond à un certain nombre de use cases métiers. Malheureusement, Microsoft n'est pas allé aussi loin que ce qu'ils avaient annoncé au départ pour pouvoir venir mettre en place des blocages sur les connecteurs Office 365 et par exemple bloquer l'envoi de mail sur Outlook. J'espère que ça va évoluer, mais je n'ai pas vu d'annonce dans ce sens-là. Deuxième chose, sur les contrôles au niveau des endpoints. Dès lors qu'on va parler requête HTTP, dès lors qu'on va parler SQL Server, dès lors qu'on va parler Dataverse, vous allez pouvoir définir uniquement les endpoints qui sont autorisés. Par exemple, autoriser uniquement les API vers les API Microsoft. Par contre, les API vers Google, vous bloquez pour du coup ces différents connecteurs. Deuxième chose qui est en disponibilité générale depuis le 11 avril, c'est les connecteurs personnalisés. Oui, vous avez 720 connecteurs, mais vous pouvez décider de créer vos propres wrappers autour de vos web services. Et à partir de là, en fait, vous pouvez mettre en place des règles qui vont dire, en fait, ces endpoints il est autorisé. En fait, c'est la même logique que les endpoints, hein, sauf qu'en fait, on va agir sur des nouveaux, enfin, c'est des connecteurs personnalisés qui utilisent donc des endpoints, qui s'appuient sur des endpoints. Et donc, pour chaque endpoint, on va dire, lui, il est bloqué, lui, il est autorisé, et par défaut, on est autorisé ou on est bloqué. Évidemment, on sera plutôt bloqué sur le par défaut ou plutôt dans le non-business. Voilà. On a 720 connecteurs aujourd'hui. Question, qu'est-ce qui se passe si Microsoft demain en ajoute un nouveau? En fait, c'est une question qui est tout à fait légitime, vu que Microsoft en ajoute chaque semaine, chaque mois des nouveaux, et ne serait-ce que la semaine dernière, il y en a eu 15 nouveaux qui sont apparus. Vous avez la possibilité pour chaque politique de définir en fait dans quelle catégorie un connecteur va arriver. Dans business, dans non-business, dans bloqué. La recommandation d'un point de vue sécurité va plutôt être de mettre dans bloqué. Pour la politique, de sécurité. Sachant qu'évidemment, les composants qui ne sont pas bloquables seront mis par défaut dans le non-business. Ensuite, effectivement, il y a la gestion des environnements. Sur les environnements, qui peuvent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, une politique data policy s'applique à un environnement, donc tous les environnements sauf certains environnements ou certains environnements. Il est quand même nécessaire de gérer la prolifération des environnements et donc de venir restreindre la création des environnements à certaines personnes, certains administrateurs. Vu que par défaut, tout le monde peut venir créer un nouvel environnement, moyennant évidemment des licences premium. On a fini pour le sujet des data policy. Voilà, donc vraiment sujet cœur, très important, qui est vraiment le sujet qu'il faut au moins avoir en tête. Donc une fois qu'on a vu les data policy, maintenant il faut venir les appliquer. Donc, sur l'environnement défaut, qui ne peut pas être bloqué, par défaut, hein, c'est vraiment le nombre de défauts qui est important. Par défaut, on ne peut pas créer cet environnement, on ne peut pas bloquer la création et l'usage de flux et d'applications dans cet environnement. Donc il faut mettre un cadre avec à minima une data policy, voire plusieurs data policy qui ont des intersections pour venir gérer en fait les différents connecteurs qui ne sont pas bloquables. Voilà, premier point. Deuxième point, venir mettre en place un processus de justification a posteriori. On ne peut pas bloquer, donc on peut quand même contrôler. Ça, c'est important. Venir sensibiliser les utilisateurs à la fois lors de la création d'une nouvelle application ou lors de l'usage si on détecte qu'il y a de l'usage important. Venir faire de la sensibilisation de manière récurrente, hein, au-delà des utilisateurs, des sites IT, des utilisateurs de la plateforme. Et très important, venir empêcher bloquer le partage d'une application à toute l'organisation. Et en fait, éviter que quelqu'un fasse un partage à toute l'organisation d'une application sans que l'on soit, en fait, de faire une surexposition involontaire de l'application ou d'un flux. Et donc, si on veut passer outre, hein, évidemment, s'il y a un besoin de partage à toute l'organisation, on partagera un groupe qui contient toute l'organisation, mais ce sera un groupe qui sera géré et qui rentrera dans les politiques et la gouvernance actuelle. Quatrième point, on a parlé de l'environnement de défaut. J'ai volontairement pas trop, pour complexifier la chose, j'ai pas parlé jusqu'à présent des environnements Dataverse for Teams, hein, qui sont
aussi accessible par défaut à tous les utilisateurs de l'organisation. Dataverse for Team, c'est, on va dire, très vulgairement, très simplement, une version très simplifiée de Dataverse qui est on va dire qui est utilisé pour faire des bases de données, pour les applications premium et plus poussées, heu, dans la Power Platform. Donc Dataverse for Team est disponible pour tout le monde et vous pouvez gérer qui peut, créer un Dataverse for Team, créer des applications Power App ou des Power Automate dans Teams, en fait, tout simplement via les applications, les politiques d'application dans Teams. En fait, vous allez créer une petite application, heu, dans, dans votre portail d'administration Teams pour venir dire qui peut utiliser l'application Power Automate dans Teams, qui peut utiliser l'application Power Automate dans Teams, et ainsi de suite. Voilà. Et ça va vous permettre de mettre sous contrôle effectivement la prolifération des environnements Dataverse for Teams, qui sont liés à une équipe Teams et donc à un groupe Microsoft 365. Cinquième point, la redirection de mail automatique. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas bloquer l'envoi de mail. Par contre, ce qu'on peut faire, depuis 2020, Microsoft a mis en place un header, enfin a rajouté automatiquement un header dans chaque envoi de mail depuis Power Automate qui indique depuis quel user agent est envoyé le mail. En fait, tout simplement, il faut mettre en place une règle DLP qui permet d'identifier ces mails-là, bloquer ce mail et de sensibiliser l'utilisateur. Ça m'a pris, je l'ai refait hier, hein, ça m'a pris vraiment 2 minutes. J'ai créé ma règle. Heu, voilà. J'ai créé en fait la condition qui est c'est envoyé depuis, enfin avec le header depuis Power Automate. C'est envoyé à l'extérieur ou à, hem, ou à l'intérieur d'entreprise et je viens le bloquer, je viens sensibiliser, je viens faire, tout ce que j'ai envie de faire. Les isolations de tenants, alors je crois que mon site n'est pas à jour, ce que je crois non, non, effectivement non, j'ai fait ma capture hier donc c'est à jour. Les isolations de tenants, c'est toujours en preview. C'est Ça vient répondre en fait à un risque que j'ai pas soulevé tout à l'heure, qui est le suivant. Tout ce qu'on qui se résume en fait très simplement, qui est de dire tout ce qu'on a vu précédemment comme mesure de sécurité, en fait, ça ne sert à rien si l'utilisateur peut créer ses connexions dans un environnement externe. Et en fait, par exemple, il a son environnement Outlook, il se crée son application, son petit flow, tout ce qu'il a envie, et il vient s'authentifier avec son compte d'entreprise. Donc là, j'avais fait les tests, en fait, il y a aucun contrôle d'accès conditionnel qui vient s'appliquer. Parce que, en fait, la seule chose, c'est que l'authentification doit être portée par le poste dans un certain pays, dans un certain IP, dans un certain contexte, et cetera. Si vous utilisez Power Automate via notre environnement, bah, en fait, vous répondez à tous ces critères-là. Parce qu'on ne peut pas distinguer, en fait, un Power Automate d'un autre environnement d'un environnement d'entreprise. Donc même si vous avez mis toutes les politiques de sécurité que vous voulez, en fait, si vous créez les connexions dans un environnement extérieur, en fait, vous bypassez tout ce que vous avez mis en place. Et donc, hyper important, les tenant isolation, les isolations de tenants qui permet de dire dans quel cas on autorise les connexions depuis les environnements pro vers d'autres environnements ou inversement depuis un environnement externe vers un environnement d'entreprise. Et ça, c'est la même logique que, petit aparté, que Teams Connect, que Azure AD B2B heu, Direct, qui permet de dire vers, quel, environnement externe on autorise ou pas, heu, des échanges et dans quel sens. Donc là, c'est la même chose. Par défaut, tout simplement venir bloquer et mettre en place, venir isoler le tenant et empêcher, toute connexion depuis ou vers un environnement extérieur, et voilà, et ça vous permettra de gérer ce cas-là. Deuxième petit aparté, heu, donc là, on a parlé en fait de, la Power Platform. Si vous voulez utiliser Office 35 avec une autre plateforme de low code, no code, vous allez passer en fait par les API et donc par le processus classique de gestion du consentement. Septième et avant-dernière mesure, sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser l'utilisateur. Voilà, donc ça sert à rien par contre de venir marteler juste sur ces points-là, mais par contre intégrer des messages autour des bonnes pratiques liées au 65, et à la Power Platform, c'est utile dans les programmes d'adoption.
Dernière chose, donc 8e et dernier point, venir suivre les usages. Donc il y a tout un tas d'outils qui permettent de suivre. On ne va pas rentrer en détail dans chacun de ces outils, hein, mais il faut avoir en tête qu'il y a un centre d'administration qui vous permet d'avoir une vision sur les flux, sur les applications, sur les connexions qui sont faites. Donc centre d'administration qui reste quand même assez limité aujourd'hui et qui est complété par 4 outils très utiles. Donc on a le PowerShell, qui est, on va dire aujourd'hui qui est aujourd'hui en fait l'outil d'administration le plus complet, devant le centre d'administration, devant le centre d'excellence, devant les API, vu que c'est l'outil historique de Microsoft pour gérer cette partie-là. Le centre d'excellence, qui est en fait, une combinaison d'applications Power App et de flux Power Automate qui vous permet en fait de venir avoir de la visibilité sur tout ce qui est, Power Platform et de pouvoir mettre en place des politiques de gouvernance. Donc ça, c'est top. Il y a pas plein de choses, il y a une communauté assez efficace et dynamique autour de ces sujets, très réactive. Par contre, évidemment, ça nécessite d'aller un peu plus loin et là, on est plus sur, juste 1 heure pour venir le mettre en place. Il y a les connecteurs admin qui vous permettent d'automatiser en fait, la récupération des flux, des environnements et de venir automatiser les tâches d'administration qui sont souvent en fait liées au centre d'excellence. Et vous avez depuis quelques semaines des API liées à la Power Platform, hein, que j'ai beaucoup d'espoir dans ces API-là, qui sont encore aujourd'hui très limitées au fait, aux licences et à la gestion d'applications. Par contre, demain, on peut espérer qu'elles puissent gérer en fait l'intégralité des usages, des services, des connexions autour de la Power Platform. Voilà. Donc en conclusion, et je vais finir par là, donc quel que soit le niveau d'adoption et la maturité de votre organisation, d'organisation client, il est nécessaire en fait d'arbitrer et de mettre en place un certain nombre de mesures pour venir encadrer et mettre à disposition des utilisateurs une solution de low-code, no-code qui soit maîtrisée. En fait, vraiment en 1 heure, vous pouvez définir qui peut accéder au service, mettre en place les data policy, mettre sous contrôle l'environnement par défaut, les environnements de data source team, mettre du DLP pour bloquer la redirection de mail automatique, le time isolation, et après, dans une étape d'augmentation de maturité, venir sensibiliser et venir surveiller les usages. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que j'aurais pu vous le dire en début de séance, mais n'hésitez pas, je crois que vous n'avez pas la possibilité de vous démuter ou de pouvoir parler, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et dans tous les cas, cette session du coup sera redisponible en fait, parce qu'elle a été enregistrée et je vous partagerai mes slides, sur mon GitHub et sur LinkedIn. N'hésitez pas à venir les consulter. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Il ne semble pas avoir de questions. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vais arrêter l'enregistrement et peut-être qu'il va y avoir des questions à la suite. On verra. Merci beaucoup. Ça marche, merci Serge. Bonne journée.